Bonjour, je suis effectivement très contente et je dirais même presque émue de parler dans cette magnifique salle. Je fais partie du comité de l'auditorium, nous en avons beaucoup parlé et je suis ravie de voir tout ça matérialisé et que ce soit aussi beau. Donc, je vais vous parler de comment décrypter l'histoire de l'univers. Et la première chose que je dois dire, c'est que nous, les astrophysiciens, nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance parce que la lumière, elle a une vitesse finie. Si la lumière se déplaçait à une vitesse infinie, nous ne verrions que le présent, que ce qui se passe maintenant. Mais comme elle se déplace à une vitesse finie, nous voyons les choses comme elles étaient il y a quelque temps. Nous voyons la Lune comme elle était il y a une seconde, le Soleil comme il était il y a 8 minutes. Dans notre Voie lactée, que vous voyez, qui est la galaxie que vous voyez un peu plus tard, nous en voyons le centre, nous sommes tout à fait sur le bord, enfin nous sommes aux 2/3 du rayon, et nous en voyons le centre comme il était il y a 26 000 ans. La galaxie spirale la plus voisine, la galaxie d'Andromède, nous la voyons comme elle était il y a 2,3 millions d'années, et on peut aussi regarder comme ça comment étaient des astres très brillants et beaucoup plus lointains, comme un quasar que j'ai représenté ici, et qu'on voit comme il était il y a 8 milliards d'années. La lumière que nous recevons aujourd'hui porte encodée la mémoire de l'évolution de l'univers. Alors, la grande majorité des photons de lumière que nous recevons ont été émis au tout début. Début, qu'est-ce que c'est que ce début? Un très rapide parcours d'histoire des sciences. En 1915, Albert Einstein écrivait les équations de la relativité générale qui régissent les effets de la matière et de l'énergie sur la géométrie de l'espace-temps. Il les a appliquées à l'univers entier. Il a ainsi pu voir un premier modèle d'univers, mais il voyait qu'il n'était pas stable. Or, comme il pensait à l'époque que l'univers devait être immuable, il a ajouté une constante cosmologique pour que l'univers soit statique. En 1927, pas mal plus tard, l'abbé Lemaître, depuis la Belgique, a fait une théorie de l'expansion de l'univers. Il a travaillé avec l'équation d'Einstein et il a démontré qu'il y avait des solutions qui menaient à une expansion de l'univers. Donc là, l'univers partait d'une singularité, comme vous voyez, d'un tout petit point, et ensuite l'espace gonflé, l'univers s'étendait dans l'espace. Et si cela était vrai, aujourd'hui, on devrait voir toutes les galaxies s'éloigner de nous, avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont lointaines. Il n'y avait que quelques données à l'époque et elles allaient bien dans ce sens. Il a raconté ça à l'astronome américain Hubble, qui lui avait accès au meilleur télescope du monde et qui a pris beaucoup plus de données et qui a trouvé donc cette loi effectivement de proportionnalité entre la vitesse des galaxies et leur distance, qu'on appelle maintenant la loi de Hubble et Lemaître, depuis peu de temps. Juste un petit mot pour que vous vous représentiez l'expansion de l'univers. Ce n'est pas que les galaxies s'éloignent comme ça, tout seul l'un de l'autre, c'est que l'espace dans lequel elles sont est en train de gonfler. Vous pouvez l'imaginer en 2 dimensions, en regardant la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. Donc évidemment, tous les points du ballon, à tout moment, voient tous les autres points du ballon s'éloigner. Donc c'est exactement la même chose, mais en 3 dimensions. En 1948, le physicien Georges Gamow se posa la question et à quoi ressemblait la matière tôt dans l'univers. On sait comment il est maintenant, puis ensuite on va cette fois-ci revenir en arrière, aller vers cette singularité initiale. Et comme on est en train, si on le fait dans ce sens-là, on est en train de comprimer la matière, et ça mène à un échauffement. Et donc on voit que la matière, plus on part tôt, et plus elle était chaude. Et donc on voit qu'au début de l'univers, la matière devait être très très chaude. On se trouve dans une situation qui peut faire penser un peu à celle d'une étoile, dans laquelle il y a évidemment de très fortes températures, de la nucléosynthèse, des réactions nucléaires qui font de la lumière. Et donc beaucoup de lumière a dû être émise dans cette phase, et cette lumière, elle devrait toujours être là. On n'y a plus trop pensé lorsque, en 1964, les radioastronomes américains, Penzias et Wilson, voulaient observer avec beaucoup de finesse l'hydrogène, le gaz hydrogène dans notre galaxie. Et donc, pour que leur instrument fonctionne, vous voyez ici, pour que leur instrument fonctionne le mieux possible, ils ont travaillé dessus pour enlever toutes les sources de bruit. Mais vous avez beau travailler, il restait toujours un bruit. Et donc, ils s'en sont plaints à un ami qui connaissait des cosmologistes, qui les a mis en contact avec des cosmologistes, avec Dicke, et Dicke, qui avait repensé bien après Gamow, qui avait eu les mêmes idées, a dit « mais ce doit être justement la lumière du Big Bang ».
Et c'était donc la lumière du Big Bang. Et du coup, le Big Bang devenait autre chose qu'une simple théorie, ça devenait un fait, on peut dire, partiellement démontré. Donc, il est tellement intéressante cette lumière vestige du Big Bang qu'on a lancé plusieurs satellites pour l'étudier. D'abord de satellites américains COBE, quelques années dans les années 90, ensuite dans la décennie suivante WMAP aux États-Unis, et finalement en 2009 le satellite européen Planck, qui a donné la carte la plus détaillée dont nous disposions aujourd'hui de ce fond diffus cosmologique. Alors quand on regarde cette carte, la première chose qu'on remarque, c'est à quel point tout ça est uniforme. Parce que là, vous voyez des variations, mais ces variations, elles sont au niveau de 1 sur 100 000. Donc, uniforme, exactement la même chose partout. Grande homogénéité de l'espace, mais avec quand même quelques inhomogénéités. Donc, en étudiant ces inhomogénéités, leur répartition spatiale, en les mettant à l'intérieur d'un modèle dans lequel on utilise les résultats aussi de plein d'autres observations, il a été possible de conforter le modèle du Big Bang et d'en déterminer les paramètres principaux. Et donc maintenant, on peut essayer de se raconter l'histoire de l'univers. Donc je vous montre là un peu comme une carotte de l'univers. Donc vous voyez, on prend une région de l'univers, elle était toute petite au début, et puis elle a été en expansion, pour arriver jusqu'aux étapes finales, où vous voyez qu'on a les galaxies et le temps actuel, donc 13,8 milliards d'années plus tard. Donc, je vais vous raconter rapidement l'histoire de l'univers, et pour être sûr de tenir dans les temps, j'avoue que j'ai écrit cette partie, parce que si je la raconte directement, je vais déborder. Peut-être que comme ça, je ne déborderai pas, on verra. Donc, l'univers, nous pensons aujourd'hui, est né à partir d'une singularité il y a 13,7 milliards d'années. Il était au départ extrêmement chaud et dense, et dans ce chaudron apocalyptique, le rayonnement et les particules élémentaires échangeaient leurs énergies, le rayonnement engendrant la matière et réciproquement. Les constituants de la matière normale, la matière dont nous sommes faits, dont la Terre est faite et tout ce que nous connaissons est fait, ainsi qu'un ensemble de particules élémentaires qui nous restent à découvrir, constituant de ce qu'on appelle matière noire, de nature différente et inconnue. Quand l'univers avait un âge de l'ordre de la dizaine de microsecondes, les noyaux d'atomes n'existaient pas encore. À leur place, il y avait une soupe de leurs constituants, un plasma de quarks et gluons. L'expansion était rapide. L'étirement continu de l'espace amenait une diminution de la densité énergétique de lumière et matière équivalente à un refroidissement. Les quarks et les gluons ont été confinés dans les noyaux d'atomes et la matière normale s'est retrouvée majoritairement sous la forme de protons, qui sont les noyaux d'atomes d'hydrogène et puis d'électrons. C'est ainsi que notre univers est principalement composé d'hydrogène venant de cette période. À ces températures élevées, la lumière a empêché que des atomes neutres d'hydrogène, un proton lié à un électron, puissent perdurer. Les électrons n'étaient donc pas liés au noyau, mais se déplaçaient librement et déviaient fortement les rayons lumineux qui passaient près d'eux, les obligeant à décrire des trajectoires désordonnées, chaotiques, de sorte que la lumière était piégée. Mais au bout de 380 000 ans, et c'est ce qui est marqué là, émission du fond diffus cosmologique, l'énergie des photons de lumière avait tellement diminué, comme conséquence de l'expansion, qu'il n'était plus capable d'arracher les électrons aux atomes d'hydrogène. En l'absence d'électrons libres, les trajectoires des rayons lumineux n'ont plus été perturbées de façon significative, la lumière et la matière ont été découplées. La lumière originelle a continué son expansion, sa répartition a gardé l'empreinte des petits grumeaux initiaux, fruits de fluctuations quantiques, à partir desquels toute la structure de l'univers actuel allait émerger. Aujourd'hui, le rayonnement fossile du Big Bang est toujours là, maintenant dans les micro-ondes, tel qu'examiné par le satellite Planck. En fait, je reviens une seconde à cette image. Vous voyez que ensuite, après que la lumière du fond cosmologique est lancée, donc on a un univers qui est essentiellement de l'hydrogène et dans lequel il n'y a pas encore d'étoiles ni de galaxies, et c'est ce qu'on appelle donc l'âge sombre. Puis, petit à petit, l'attraction gravitationnelle mène à la formation des premières étoiles et des premières galaxies qui envoient de la lumière, qui reionisent le gaz et se mettent à le trouer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aube cosmique.
Cette aube cosmique, elle sera observable avec SKA, le futur grand radiotélescope mondial qui est en préparation. Donc vous voyez, l'univers étant... vous voyez que l'univers prendra à ce moment-là la structure d'une espèce de fromage gruyère dans lequel les trous du gruyère commencent à augmenter jusqu'à ce que petit à petit il y ait une coalescence et l'univers puisse devenir de nouveau entièrement transparent. Tout au long de l'évolution de l'univers, l'expansion s'est poursuivie, mais en même temps, la gravité jouait son rôle de grand rassembleur et remodélait les inhomogénéités originelles, densifiant les zones denses, vidant encore plus les zones vides, la matière noire dominante prenant la forme d'un immense macramé à 3 dimensions et la matière normale s'assemblant dans un puits de potentiel de la matière noire. Ceci, c'est ce que nous avons étudié de façon théorique en faisant des grandes simulations, en utilisant des ordinateurs avec énormément de points et en partant évidemment de la répartition d'inhomogénéité donnée par exemple par le satellite Planck. Donc vous voyez, là c'est la matière noire, au bout d'1 milliard d'années, on voit que la matière commence déjà à s'assembler en filaments qui sont de mieux en mieux marqués au bout de 3 milliards d'années et encore plus aujourd'hui, et à l'endroit où ces filaments se rencontrent, il y a encore plus de matière, et c'est là que vont se former, donc, le long des filaments des galaxies et au croisement des amas de galaxies. Voilà, par exemple, une image d'amas de galaxies, donc énormément de galaxies très proches les unes des autres. Donc, si aujourd'hui... Ça devrait bouger, ça. Oui, voilà. Donc, si aujourd'hui on se promenait dans un univers... Dans l'univers actuel, vous voyez que c'est surtout du vide, on est presque tout le temps dans le vide, et on voit passer ces grands filaments de matière avec des étoiles, des galaxies et des amas de galaxies. Alors je reviens à cette image, nous sommes donc maintenant arrivés à la formation des galaxies. Et aujourd'hui, l'énergie portée par... Aujourd'hui, l'énergie portée par la lumière que nous recevons de l'ensemble des galaxies, qui est essentiellement de la lumière visible ou infrarouge, équivaut à près de 10% de celle du front cosmologique qui emplit l'univers. Et cette lumière, elle porte la mémoire de la suite de l'histoire de la matière cosmique, en particulier celle de la formation des galaxies. Les galaxies on forme d'abord des petites galaxies et ensuite elles se rencontrent entre elles, elles se recollent les unes aux autres et ça finit par former une grande galaxie. Peut-être que notre galaxie, la Voie lactée, a eu une histoire de ce type. Ce que je vous montre là, bien entendu, est un film totalement artificiel. Personne n'a observé ceci en détail. Mais c'est ainsi que nous pensons que notre galaxie s'est formée. Et le satellite Gaïa, aujourd'hui, apporte des données sur les courants d'étoiles dans la galaxie qui montrent effectivement la présence de petites galaxies qui ont été avalées par notre galaxie. Donc, en décryptant les données de Planck sur la lumière fossile du Big Bang, on a pu déterminer aussi le contenu en matière et énergie de l'univers. La matière normale, celle dont nous-mêmes et la Terre sont faits, est en fait moins de 5% de la matière-énergie totale. Le reste de la matière, comme je le disais tout à l'heure, est de nature inconnue. C'est cette mystérieuse matière noire qui exerce une attraction gravitationnelle sur la matière normale et sur elle-même, mais qui n'interagit pas avec la lumière. Mais vous voyez aussi que le terme dominant est l'énergie noire, qui se comporte comme une force répulsive, et son effet est d'accélérer la vitesse d'expansion de l'univers. Donc lorsqu'il y a eu le Big Bang, à cause de l'effet de la gravité, la vitesse d'expansion de l'univers a commencé à diminuer, mais finalement, plus tard, l'énergie noire a pris le dessus, et comme elle, au contraire, elle pousse vers l'extérieur, cette vitesse a augmenté. Oh. Je suis vraiment nulle, excusez-moi, je vais avoir du mal à retrouver mon... Je appuie trop fort. Mais pourquoi ça... Voilà. Hop, hop, hop. C'est parce que c'est bloqué dessus. Ah voilà, continue. Voilà. D'accord. Alors, qu'est cette mystérieuse énergie noire ? Avec toutes les données qu'on a jusqu'à présent, elles sont compatibles avec l'idée qu'elle est quelque chose qui ressemble à la constante cosmologique
qui avait été inventé par Einstein, mais évidemment avec une valeur particulière, c'est-à-dire ce serait comme une énergie qui remplit tout le vide, et qui serait donc proportionnelle au volume de l'espace. Et il faudra faire des observations plus détaillées pour arriver à voir si ceci est vrai. Mais si cela était vrai, si c'est simplement une énergie du vide proportionnelle au volume de l'espace, donc aujourd'hui elle est comme dans le troisième cercle que vous voyez ici, mais on peut facilement voir comment ça se passait par le passé. Donc il y a 10 milliards d'années, l'énergie noire n'était qu'une petite partie du contenu de matière et énergie de l'univers, et elle avait très peu d'effet sur l'expansion de l'univers. Par contre, quand on arrive à seulement 3,5 milliards d'années avant maintenant, vous voyez qu'elle est déjà importante. Donc je dirais dans les derniers à peu près 6 milliards d'années, elle a joué un rôle et accéléré l'expansion de l'univers. Et si on se demande ce qui va se passer dans l'avenir, eh bien par exemple, si on va 7 milliards d'années dans l'avenir, l'énergie noire prendra complètement le dessus, elle accélérera énormément l'expansion de l'univers, et le résultat, c'est que les zones de l'univers les plus lointaines avec lesquelles nous pouvons encore échanger, ou que nous pouvons encore observer, iront trop vite. La lumière qu'elles enverront ne pourra plus revenir chez nous. C'est comme si nous étions dans un trou noir, et donc nous ne pourrons plus savoir ce qui se passe dans ces régions-là. Et au fur et à mesure que le temps passe, la zone dans laquelle nous connaîtrons encore ce qui se passe deviendra de plus en plus petite. Et donc on passera de la mémoire de l'univers à l'amnésie de l'univers. Merci.